Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 30e journée de championnat de Ligue 2 Becté. Saint-Étienne se déplaçait dans le Nord et plus exactement à Valenciennes. Résultat, victoire des Verts, 2-0. En terre nordiste, voilà, ils n'ont jamais quitté les pelouses ce week-end, ils ont plutôt chiné et arpenté ces pelouses tout le week-end pour trouver quelques œufs de Pâques, mais ils reviennent bredouille. Salut à vous Olivier, salut à toi. Tu dis ça parce qu'on a la ligne. Ouais. Quand la SS va, tout va. Ou plutôt quand la SS va, tout va. Très bien, très bien, très bien. On va donc, après cette trêve quand même internationale, on revient à des choses essentielles, donc la Ligue de Becté. On va revenir longuement sur cette rencontre, sur cette belle victoire stéphanoise à Valenciennes. On passera des morceaux musicaux comme d'hab. Il y aura une page altiligérienne. Une page agenda et des coups de cœur et puis on terminera avec les coups de tête évidemment et on va tout de suite commencer par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Alors, Dalloglio avait composé le 11 suivant. Larsonneur dans les buts, Nadé Briançon dans la charnière centrale, Ivan Masson et Léo Petro sur les ailes en latéraux, Mouefek, Tardieu, Chambaud au milieu de terrain, Mboukou, et puis devant Sissoko et Cardona. Alors, un stade un petit peu vide. Mais beaucoup de supporters verts dans le stade du Hainaut de Valenciennes. Dès la 6e minute de jeu, alerte pour les Valenciennois, c'est Cardona qui réceptionne un coup franc de la gauche vers la droite et dévie magnifiquement bien le centre qui trouve Nadé au 2e poteau. Et le défenseur avait repris de voler ce ballon du pied gauche. Mais malheureusement, pour un léger hors-jeu, le but est annulé. Les deux équipes privilégient clairement le jeu de transition dans ce début de match avec des passes verticales et des attaques rapides pour faire mal à leur adversaire. Et à la 22e minute de jeu, les joueurs de Valenciennes ont un peu plus de mal à ressortir les ballons depuis quelques minutes et les Verts ont haussé le rythme et l'ouverture du score de la SSE arrive. Le travail de Masson, le numéro 27, déborde dans son couloir droit et se joue de deux défenseurs avant de centrer dans la surface. Un centre qui trouve la tête de Sissoko, seul dans la surface et qui trompe Loucher 1-0. 31e minute de jeu, c'est le corner de Chambaud qui est parfaitement frappé au premier poteau. Cardona surgit et devance la défense de Valenciennes en propulsant son ballon de la tête au fond défilé 2-0. Le break est fait avec 2 coups de tête. Le rythme a baissé depuis quelques minutes après ce second but stéphanois et les Verts sont en mode gestion et attendent tranquillement la pause. Voilà pour la première mi-temps. La deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose. Il y a Cardona qui est proche d'inscrire un doublé. Le numéro 11 fait mal. Balle au pied en repliquant plein axe du côté gauche. Son tir puissant du pied droit est néanmoins bien stoppé par Loucher. Ça, c'est le début de la seconde mi-temps. Valenciennes hausse son niveau de jeu et pousse les Stéphanois à commettre des erreurs sur le plan technique à peu près vers la 50e minute de jeu. Et effectivement, les Verts sont bousculés et ont du mal à reprendre le dessus dans le jeu. Et le VA en met plus dans tous les domaines. Et le banc stéphanois n'est pas satisfait du contenu proposé depuis le retour des vestiaires. Voilà, et c'est Knockert qui se distingue côté nordiste dès son entrée de jeu. Il se met face au jeu à l'entrée de la surface et déclenche un tir puissant du pied gauche, bien repoussé par Larsonneur. Voilà, les nordistes tentent d'inscrire ce but qui pourrait tout changer, mais il n'en est rien. Le score va rester comme ceci, 2-0 pour les Stéphanois, grâce à Sissoko et Cardona. Et surtout à une maîtrise technique stéphanoise, la SSE s'impose à Valenciennes, un succès qui leur permet de mettre la pression sur Angers samedi après-midi.
Et ils ont pris provisoirement la seconde place, qui vont garder quelques heures, puisque Angers, après être menés au score 2-0, sont revenus face à Concarneau et ont renversé le score. Ils l'emportent et Saint-Étienne se retrouve toujours à la 3e place, mais une victoire importante en terre nordiste. Voilà, et c'est l'heure de faire découvrir à Eric notre nouveau jingle qu'on a étraîné la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Dans la ville, faut que ça glisse. De lui, le petit homme, écoute, écoute. Mais de lui, le petit homme, dans la ville, faut que ça glisse. De lui, le petit homme, écoute, écoute. Alors, est-ce que l'entraîneur stéphanois a mis de l'huile dans les rouages de cette AS Saint-Étienne? On précise encore une fois que Dalloglio, en italien, ça veut dire de l'huile. Donc, d'où le jingle. Moi, l'huile que je vois du côté de l'entraîneur stéphanois, c'est dans la rotation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en charnière centrale, ça tourne entre 3 joueurs et ça se passe plutôt bien. En sentinelle, les 2 joueurs, que ce soit Monconduit ou Tardieu, se succèdent. Donc là aussi, sans trop de problèmes, dirait-on. Donc moi, je vois cette qualité à Dalloglio, c'est-à-dire qu'il a réussi à mettre de l'huile dans les rouages stéphanois au niveau de la rotation. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une des grandes forces de l'AS Saint-Étienne actuellement? Ah oui, tout à fait, je te rejoins là-dessus. On a des joueurs interchangeables, de même valeur. Effectivement, si on regarde depuis que le coach est arrivé, en dehors de l'Arseneur et Apia jusqu'à sa blessure, le seul homme qui a débuté toutes les rencontres, c'est Chambaud, qui fait partie vraiment des hommes forts. On en parlait tout à l'heure, on a sacrément progressé au niveau des coups de pied arrêtés, et puis c'est lui qui est préposé dans cet exercice-là. Mais après, oui, on a trouvé des joueurs de niveau égal. Mais on a même vu le coach sortir le capitaine Briançon au profit de Nadé, qui était reconduit cette fois. On pensait voir Batubinsika. Quand on pense voir Monconduit, c'est Tardieu qui joue. Et puis à chaque fois, les hommes sont de valeur égale. Donc peut-être qu'on aura un problème prochainement avec les latéraux, on en parlera également dans l'émission. Mais effectivement, on trouve un vrai groupe. Et puis il y a un joueur qui a disparu, c'est Bouchoirie, qu'on attendait jusqu'à présent et qui maintenant tire le banc. Et même là, il est rentré à la 89e minute. C'est la première fois qu'il joue aussi peu. Mais après, pour le reste, oui, c'est tout à fait cohérent. Il a trouvé un vrai groupe, un vrai état d'esprit, et il n'est certainement pas étranger à nos résultats, à nos très très bons résultats actuels. C'est vrai que les résultats jouent pour lui, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire accepter ses rotations aux joueurs quand l'équipe gagne. Qu'en penses-tu, Marc? Dalloglio, est-ce que la grande force de l'AS Saint-Étienne, c'est pas Dalloglio qui a réussi à faire accepter aux joueurs d'effectuer des rotations? Ouais, peut-être, mais moi ce que j'ai remarqué, en tout cas ce samedi, c'est qu'on était surtout face à une équipe faible. Alors c'est ma deuxième question. Et voilà, j'ai pas trouvé, je trouve que la deuxième mi-temps est pas bonne du tout. Et je l'ai évoqué dans le résumé que le banc stéphanois n'était pas content. J'ai parlé aussi de maîtrise. Oui, ils étaient dans la maîtrise, mais la deuxième mi-temps, elle est loin d'être convaincante. Et face à d'autres adversaires, ça risque de poser souci si on joue comme ça. Il y a certains... Effectivement, ça a tourné. Mouefek est revenu, Tardieu est revenu. Tardieu, il a absolument rien montré pendant 90 minutes, tout le temps qu'il a joué. Et il apporte absolument rien. Bon, on verra le jeu et les joueurs. Donc c'est bien beau de changer, mais bon, t'as toujours l'Arseneur qui bouge pas. Oui. T'as Nadé qui bouge pas, et puis t'as Cardona et Sissoko devant. Et puis le latéral Masson qui est indispensable depuis janvier. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est que pour Nadé, par exemple, en charnière, c'est que il vient supplanter, aider en tout cas Batubinsika qui revient de la CAN, donc on sait que c'est jamais évident. Et puis aussi Briançon qui lui a été blessé, donc c'est pas mal que ça tourne comme ça sur ce poste-là. Alors, je rebondis sur ta remarque de la deuxième mi-temps et de l'adversaire, pardon, qui était faible. Est-ce qu'on peut objectivement apprécier la prestation des Verts samedi à Valenciennes, eu égard à la valeur de l'adversaire et surtout là où il en est à 2 jours d'une demi-finale de Coupe de France? Toutes les victoires sont bonnes à prendre, hein. Ça peut être un match piège. Effectivement, c'est un adversaire très faible, hein. C'est la lanterne rouge. 2 victoires seulement au compteur depuis le début de la saison.
à Rodez et contre Bastia. Une équipe qui avait 17 points et puis 17 buts marqués seulement. Donc c'est la pire attaque de Ligue 2. Donc une équipe qui est au fond du trou, qui sait qu'elle va être reléguée. Donc ce match-là, l'aborder forcément avec dans le coin de la tête la rencontre qui va se disputer d'ici quelques instants contre Lyon en demi-finale de Coupe de France, évidemment. Mais bon, il fallait prendre le match par le bon bout. Les deux derniers matchs, l'entame avait été compliquée. Que ce soit contre Auxerre avec un but refusé rapidement et puis à Bastia avec un penalty arrêté par l'Arseneur. Après, on s'est rendu les choses faciles à Bastia. Là, on a marqué d'entrée un superbe but qu'a raconté Marco tout à l'heure, qui était refusé, le but de Nadé, sur une superbe occasion, là, superbe combinaison avec une déviation en aile de pigeon de Cardona. Après, on s'est rendu les choses faciles en marquant au bout de 22 minutes et puis après en se mettant à l'abri dès la 30e. Alors après, oui, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on s'est plutôt ennuyé, mais bon, on était en mode gestion face à une équipe qui n'a rien proposé. En dehors de l'entrée de Knockert qui s'est procuré une occasion, mais sinon pour le reste, on a plutôt géré. Voilà, victoire 2-0. Il y a des choses à dire sur la deuxième mi-temps, mais c'est plutôt pas mal parce qu'au moins ça évitera aux joueurs de s'enflammer. Cette semaine, il y a une base de travail pour Dalloglio, pour reconcentrer tous les joueurs dans l'optique du match de Concarneau qu'il ne faut pas que se reproduise ce qui s'était passé à l'époque contre le Paris FC. Donc là, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses que le coach va pouvoir remettre en place cette semaine par rapport à la deuxième mi-temps qui n'a pas été bonne, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Et puis 2 jolis buts de la tête. On n'était pas trop habitués. Réponds à ma question. Coup de tête. Sinon, ça sert à rien que je pose des questions. Il est hors sujet, Marcos, depuis le début. Est-ce que l'adversaire, est-ce qu'on peut apprécier la prestation des Verts eu égard à la valeur de l'adversaire? On peut apprécier les coups de tête qui jusque-là nous manquaient dans cette équipe stéphanoise depuis 1 an et demi, 2 ans. C'était relativement rare qu'on marque sur coup de tête. Et... 2 fois, c'était contre Clermont la dernière fois. Ouais. Et en Ligue 1. En Ligue 1, le match à huis clos. Ouais. Mais faut aller les chercher, les deux actions, une fois dans le jeu, une fois sur coup de pied arrêté. Avant, on n'était pas bon. Effectivement, la passivité sur de la défense valenciennoise nous avantage sur ces 2 buts. Le côté attentiste sur corner, la défense qui est complètement à la rue sur le coup de tête de Sissoko. Donc c'est sûr, ça facilite le travail offensif de nos petits Verts. Donc c'est sûr que d'entrée, on a vu qu'il était fébrile. Au bout de 2 minutes, là, carrément, on a vu tout de suite. Cardona a mis la pression sur un joueur, là, une relance dans l'axe hasardeuse, et puis après il y a un autre joueur qui se déchire derrière. On a tout de suite vu qu'il était en difficulté. Et le fait d'aller vite, de se projeter rapidement verticalement le jeu, tu vois, comme ça, et puis après pouvoir décaler, tu vois, autour de 50-60 mètres, là, ils n'y étaient pas, les Valenciennois, et ça nous a facilité quand même la tâche pour se procurer des occasions. Donc oui, sur Valenciennes, cette faiblesse-là nous a quand même bien arrangé et facilité la tâche pour remporter les 3 points. Alors quand même, c'est quand on pense que c'est facile que parfois il y a un relâchement, mais là il n'y a pas eu de relâchement. Donc, si, je trouve qu'il y a eu un relâchement. Alors il y a eu un relâchement, justement. Excellente transition. 3e question. À la fin du match, Olivier Dalloglio était pas content. Alors, autant certains suiveurs ont dit, comme vous l'avez dit, que c'était de la gestion, la deuxième mi-temps, de la maîtrise même, j'ai entendu. Alors qu'en fait, l'entraîneur stéphanois, lui, il a dit que c'était plutôt des approximations, des négligences, et pas du tout de la gestion. C'est-à-dire que si on n'a pas eu d'occasion, c'est aussi parce qu'on a perdu le fil du match et les Verts ont perdu leur jeu, selon lui. Donc, de quel côté vous penchez? Pour l'instant, vous m'avez plutôt dit que les Verts étaient en gestion. C'est pas du tout l'avis de Dalloglio. Il est perfectionniste, il a raison dans son discours, mais après, franchement, on n'a pas du tout été inquiétant dans un mi-temps, donc gestion ou pas gestion, qu'a montré Valenciennes? Rien du tout, on est 2-0, 2 buts d'avance. Deuxième mi-temps, on a quelques mini-occasions par Cardona, par Cafaro quand il est rentré. On marque un nouveau but refusé de la tête par Monconduit également. Non, vraiment, moi, il y a eu la frappe là de Knockert, simplement. Oui, mais tu vois, ce qu'on risquait, c'était des joueurs qui voulaient s'illustrer pour être titulaires lors de la demi-finale de Coupe de France. Et ça a failli être le cas, parce qu'il rentre, il est dangereux. Et ça aurait pu, voilà. L'Arseneur a un arrêt à faire. Parce qu'à 2-1, ça aurait changé peut-être le match. C'est vrai qu'on pensait dérouler, comme on a fait à Bastia, ça n'a pas été le cas. Mais bon. Alors qu'à Bastia, dans un contexte plus défavorable, avec beaucoup de public, on a enfoncé le clou.
Et là, c'est vrai que, alors, je sais pas, faudrait demander aux joueurs, mais Dalloglio, c'est vrai que tu as raison, il a peut-être pointé des imperfections pour travailler cette semaine et puis avoir un ressort pour préparer le match de Concarneau. Je pense. Mais c'est vrai que, alors on va revenir justement au jeu et aux joueurs, mais peut-être après une petite pause musicale, si la technique Ouais. ne nous abandonne pas. Non, elle va pas nous abandonner. On va passer des groupes valenciennois ce soir, hein, c'est normal. Non, pas évident, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Le premier que je vais vous passer, c'est un jeune groupe Gédéon avec le titre Minot. Gédéon, un jeune groupe valenciennois avec le titre Minot. Voilà, retour dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. On va un petit peu parler de cette rencontre. Bon, ben, on a fait un petit peu le résumé, on a répondu aux questions d'Olivier. Mais on va quand même rester sur cette rencontre qui nous permet de conserver cette place de 3e, donc d'être sur le podium, surtout que le 4e a perdu ce week-end. Voilà, et je voulais revenir sur les coups de pied arrêtés, puisque ça fait 2 matchs qu'on marque sur coups de pied arrêtés. Un but de la tête cette fois-ci, un corner direct la dernière fois. Donc ça aussi, je voulais avoir votre avis. Ça faisait longtemps que les Verts étaient pas efficaces dans ce secteur de jeu. Donc voilà, à qui l'attribuez-vous à la patte gauche de Chambaud ou au travail de Olivier Dalloglio ou quelqu'un d'autre? Les deux. J'ai parlé tout à l'heure de Chambaud, c'était le seul joueur donc à avoir été titularisé lors de chaque match dirigé par Dalloglio en dehors du gardien. Donc on connaît sa qualité sur coup de pied arrêté, mais il travaille beaucoup à l'entraînement apparemment les corners, les coups francs, et puis ça se voit puisque par rapport à la deuxième partie de saison, un tiers des buts ont été inscrits sur coup de pied arrêté. Donc il y avait eu le coup franc direct à Pau de Chambaud, contre 3 buts de Briançon à la suite d'une combinaison qui donne un coup de pied arrêté. Sissoko pareil à Angers, coup de pied arrêté sur une combinaison. Passeur décisif à chaque fois Chambaud. Tête de Cardona sur un coup franc de Cafaro, toujours à Angers. C'est la seule fois que c'est pas Chambaud qui est impliqué. Et puis récemment, donc à Bastia, un corner direct de Chambaud. Et ce week-end, but de la tête de Cardona, une spécialité, il a une sacrée détente le garçon, sur un corner tiré par Chambaud. Donc vraiment, Chambaud est dans tous les bons coups depuis que Dalloglio a repris les rênes de l'équipe. Moi, je rajouterais un autre élément, c'est Cardona, qui, lors des premières apparitions qu'il a faites sous le maillot vert, répétait souvent la course qu'il a réalisée ce week-end pour marquer le but, en revenant en arrière et en trompant la défense. Il l'avait déjà fait donc lors des premières rencontres à Geoffroy Guichard. Une fois, sa tête était trop croisée, elle avait fini juste devant le premier poteau. Une autre fois, c'était lobé, mais il est coutumier du fait. C'est pas la première fois qu'il tente ça au premier poteau. Voilà. Et ça, on le voyait pas avec Charbonnier, par exemple. Et depuis qu'il y a Cardona, en fin de compte, et on voit qu'il est à l'aise dans les airs et qu'il est assez adroit. Et je pense que c'est un élément aussi on pourrait rajouter le timing de Cardona. Ouais. C'est vrai que depuis que Perrin a pris sa retraite, on n'a plus d'hommes
de joueurs qui ont ce timing de la tête. La détente, ouais, surprenant. Ouais, détente et puis le coup de tête qui va bien. Alors si je pose cette question, c'est que alors en général quand je viens faire l'émission, je réécoute l'après-match de nos confrères radio qui suivent l'AS Saint-Étienne et c'est vrai que ça permet de bien se rafraîchir les idées pour parler du match 3 ou 4 jours après. Et justement, il est interrogé, Dylan Chambaud, et il dit que les coups de pied arrêtés sont travaillés différemment selon l'adversaire. Donc là, a priori, c'était une défense en zone, donc ils avaient mis en place des différentes stratégies sur coups de pied arrêtés, et cette fois-ci, elle a marché. Alors c'est vrai qu'il disait qu'il touchait Cardona toujours un peu dans la même zone, mais que les courses étaient un petit peu différentes, et des autres joueurs surtout, pour attirer peut-être d'autres joueurs ailleurs que dans cette zone. Mais en tout cas, quand ça fait but, et surtout que ça ramène des points, on est super content du côté, j'imagine, du staff stéphanois quand on reproduit en match ce qu'on a travaillé la semaine. Ça doit être grisant, le truc qui n'arrive jamais, tu sais, quand t'es entraîneur, un truc que tu travailles la semaine qui se produit le week-end. Bah là, à croire que Dalloglio est un très bon technicien parce que ça se produit, ce qu'il travaille la semaine. Dernière question pour ma part, vous en aurez peut-être d'autres. Il y a une suspension qui arrive, qui concerne Masson. Ça sera du côté de Ajaccio, comme tu me l'as précisé tout à l'heure. Donc voilà, là aussi, je voulais vous entendre. Quelle solution si Apia n'est pas encore rétabli? Est-ce que c'est inquiétant vu le niveau de Masson et qui a délivré une passe décisive ce samedi? Un superbe centre pour la tête de Sissoko. Je ne pense pas qu'Apia soit rétabli dans un contexte difficile. On sait qu'aller jouer à Ajaccio, c'est compliqué. Auxerre s'est imposé 1-0 hier. Les solutions, soit faire glisser Batubinsika côté droit, c'est qu'il est polyvalent, ou sinon faire appel au jeune Bladi. Pour le côté piston, quoi. Côté droit. Oui, mais. Parce que Petro joue à gauche, Bentaï peut jouer à gauche. Côté piston. On n'a plus de piston. Sur le rôle de piston. Mais, oui, latéral droit. Oui. Un piston, puisqu'il a débordé. Il offre. Latéral droit. Oui, je veux dire, oui. Voilà, si tu mets Batubinsika qui n'était pas titulaire sur cette rencontre, tu le mets sur un côté, il ne va pas jouer le rôle de piston. Bien sûr. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce côté offensif. Sur cette fonction-là. Ça dépend en fin de compte si tu veux le côté défensif. Donc là, tu mets effectivement celui qui est stopper, qui est resté sur le banc cette fois-ci. Ouais. Mais si tu veux créer des décalages sur les côtés, tu mets pas Batubinsika et tu vas aller chercher dans la réserve. Il y a une troisième solution, ce serait Mouefek, qui sur un match peut jouer. Oui, parce que nous on le sait, mais Dalloglio il le sait pas. Ouais, je pense qu'il sait mieux que nous, Marco. Quand même. Non, mais offensivement, sur un match. Alors, Olivier, si tu nous écoutes, sache que Mouefek a déjà joué à ce poste, selon Eric. Ouais. J'ai pas le souvenir, moi. Si. Ah, si. Ah oui. Si. Sur un match. Il a déjà joué un match entier, pas pour dépanner une blessure. Pas qu'un. Il a fait plusieurs matchs latérales. On a vu Bouchoirie côté gauche, milieu gauche, donc pourquoi pas Mouefek arrière droit. J'ai cru que tu allais dire on a vu Bouchoirie stopper. Non, il a déjà joué à droite, vraiment. Ok. Bon, pas gardien. C'est sûr. Alors, merci pour ces renseignements. Est-ce que vous avez, vous, des interrogations, peut-être des joueurs à pointer du doigt? Je signale que Masson, il nous a fait encore il nous en fait une par match. Il a fait une glissade. Je l'attendais et elle a failli coûter une blessure. Il y avait deux Massons sur le terrain, t'as vu? Il y a un Masson qui est rentré côté. C'est vrai. L'ancienne. Non, mais il a fait une première mi-temps superbe, Masson. Et la deuxième mi-temps, il est passé à côté, quoi. Comme quoi, on a le droit à faire des erreurs. C'est vrai que première mi-temps irréprochable et avec une facilité sur son flanc droit là. Ça fait vraiment plaisir. Et puis même défensivement, il n'avait pas été inquiété. Alors qu'en deuxième période, il a fait la glissade, il a fait des mauvaises passes, Donc au départ, moi, pour la première mi-temps, c'est pour moi l'homme du match. Mais après, non. Il s'est un petit peu effondré, le pauvre. Alors, j'enchaîne puisque je vois que vous rebondissez pas. La suite de l'aventure pour les Stéphanois, c'est, à votre avis, est-ce qu'on peut aller chercher le titre?
Est-ce qu'il faut absolument aller chercher la deuxième place, ou est-ce que on voit que Angers a repris sa marche en avant, ou est-ce que contre mauvaise fortune on fera bon cœur d'une troisième place? Depuis la victoire d'Auxerre hier à Ajaccio, je pense pas qu'on puisse aller chercher la première place et donc le titre de champion. En revanche, la deuxième est plus qu'accessible. La preuve, puisqu'à la mi-temps de la journée samedi soir, on était deuxième, puisque Concarneau menait 2-0 avant de se faire renverser 4-2 par le SCO d'Angers, qui est nettement moins fringant, même s'ils ont gagné à Concarneau. On en parlera tout à l'heure dans l'agenda, quand même pas la meilleure des équipes, donc ils sont beaucoup moins fringants qu'auparavant. Même s'ils ont un joueur en verve qu'on connaît bien, c'est Diony. Puis un autre aussi, qui a un nom qui est familier, c'est Le Paul. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Esteban Le Paul, c'est le fils de Fabrice, qui joue à la SS, qui est disparu malheureusement bien trop tôt dans un accident de voiture. Donc voilà, la deuxième place est plus qu'envisageable. Samedi, on reçoit Concarneau. Angers reçoit Laval, qui est le 4e, notre poursuivant qu'on a distancé. Désormais, on a 3 points d'avance sur eux au classement. Donc si ça se goupille bien, pourquoi pas. Après, une fois qu'on sera deuxième, si des fois on a la chance d'être deuxième, je pense que ce sera très compliqué d'aller nous chercher. J'allais dire le plus tard possible, parce que la position de chasseur est beaucoup mieux que celle de chassé. Moi, je pense que si on est deuxième, Angers nous rattrape. Quand tu sens le souffle dans ton cou, tu sais, c'est jamais bon. Alors que... Ouais, après on verra ça dans l'agenda, mais c'est sûr que 7 points de différence avec le leader... il reste 8 rencontres, c'est quand même assez conséquent, 7 points. Et puis ils ont, plus le goal average. Ils ont un agenda favorable aussi. Les autres sont sensiblement les mêmes. J'ai regardé même jusqu'à Caen. Et franchement, c'est difficile de voir qui a le meilleur calendrier. Mais Auxerre quand même a un meilleur calendrier que les autres. Donc la place de leader, on leur laisse, il n'y a aucun souci. Effectivement, l'objectif, c'est maintenant qu'on est à 2 points... de cette seconde place, et ben oui, il faut aller la chercher, et je pense que c'est faisable. Par contre, ça demande d'être irréprochable. On l'est depuis cette rencontre. On n'a pas perdu. On prend pas de pion. C'est vrai qu'on est sur une sacrée lancée. Moi, j'avais peur que la trêve internationale fasse une coupure. Et on a eu la chance d'affronter Valenciennes, qui n'avait pas d'un gros match direct. Et voilà, mais c'est sûr que être le chasseur, c'est plus agréable que la place d'Angers actuelle, surtout qu'il y a un Angers-Laval lors de la prochaine journée. Et qu'on joue avant eux, c'est toujours mieux de mettre la pression quand tu joues avant. Laval qui est une des équipes où ça se trouve l'équipe la plus performante à l'extérieur, je crois. Ouais, et qui prend peu de pions. Ouais. Donc, on compte sur eux. Angers est la meilleure à domicile aussi. Ouais, donc voilà. À voir. Donc oui, on verra tout ça. Ok, on a fait le tour. Moi, je vais revenir sur un joueur que j'ai apprécié. C'est Eric en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que Chambaud est indispensable et relativement agréable dans le jeu stéphanois tout au long de cette rencontre. Il a éclairé le jeu, il a fait généralement des très bons choix, il a été relativement précis, pas toujours, mais relativement précis. Donc je trouve que ça a été vraiment l'homme du match sur cette rencontre. Et déjà les dernières fois, je l'avais sollicité comme quoi voilà, il brillait actuellement sous le maillot vert, et c'est tant mieux pour nous. C'est dommage pour Bouchoirie, mais moi je verrais bien les deux. C'est pas incompatible, mais bon, c'est comme ça. On enchaîne avec un titre musical d'un deuxième groupe nordiste valenciennois. Alors, j'ai des groupes nordistes, mais moi, je veux rester simplement sur Valenciennes. Ça sera le groupe Atlas Karma avec le titre Solstice. I only know what I know. Oh, I want to be right now. I want to eat the world to taste each particle. Oh, I want to see some new colors to hear. Some sounds I've never heard, talks I've never had, sounds I've never met. Am I missing something? Am I missing someone?
On a changé d'heure, c'était le titre Solstice, alors ça n'a rien à voir, hein, le solstice c'est au mois de juin. Mais bon, Solstice du groupe valenciennois Atlas Karma. Vous êtes toujours dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot. Et on va tout de suite enchaîner avec ce qui nous attend pour le calendrier des Verts avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Samedi à 15h, l'ASS 3e reçoit Concarneau 18e, à égalité de points avec Annecy. Le promu reste sur 6 matchs sans succès. Il pense avoir fait le plus dur en menant 2-0 à la pause contre Angers, ce qui faisait sacrément nos affaires, mais a fini par s'effondrer. À l'aller à Lorient, puisqu'il faut le rappeler, Concarneau ne peut pas jouer dans son stade. Il avait cédé sur un but inscrit en fin de partie par Sissoko. Aujourd'hui, les deux clubs ont des trajectoires diamétralement opposées. L'un a pour objectif la montée directe, l'autre le maintien. Ce sera une opposition également entre la meilleure et la pire défense. Le Chaudron sera archi-camp pour la célébration des 90 ans de l'ASS par 3 groupes de supporters. On se souvient que pour l'anniversaire célébré par le club, les Verts avaient la possibilité, en cas de succès, aux dépens du Paris FC, de prendre provisoirement les commandes du championnat, mais avaient ensuite perdu les pédales au point d'aligner 5 défaites de rang. Samedi, il ne faudra pas répéter cette erreur. Devant un public en feu, il faudra confirmer l'excellente dynamique, continuer à gagner et mettre la pression sur Angers qui, le soir venu, recevra Laval. La rencontre sera arbitrée par M. Keradji, qui a dirigé 2 matchs de l'ASS cette saison, à Caen et contre Bastia. On l'a emporté à chaque fois, alors comme on dit, jamais 203. Ouais, effectivement, c'est un rendez-vous très attendu, hein, puisque les places se sont arrachées rapidement, à ma grande surprise, mais tant mieux, un Geoffroy Guichard bouillonnant, c'est ce qu'on aime à Saint-Étienne, donc, mais attention au match au piège, parce que voilà, Concarneau, je me souviens, n'était pas sur le match aller. Ils étaient plutôt pas trop mal, hein, et il y a eu je me souviens, 2 belles occasions en fin de première mi-temps qui avaient failli changer la donne du côté de la Bretagne. Donc même s'ils sont sur une série assez néfaste, faut toujours faire attention à ce genre d'adversaire. C'est vrai qu'à leur place, on le saurait à moins parce que c'est vraiment les voyageurs de la Ligue 2. Hein. Un coup, ils jouent à Lorient, un coup à Brest, un coup... Pour les spectateurs, j'imagine, ça doit être terrible. Donc, alors, le problème de cette équipe, c'est qu'ils sont concernés par le maintien. Hein, les 18e. Et voilà, donc c'est des équipes... en fait, les équipes qui sont prenables, c'est les équipes du ventre mou. Maintenant, ça sera pas comme Valenciennes puisque vont mais jouer. T'as pas de ventre mou dans ce championnat puisque en une victoire, un match nul, pas encore, mais d'ici 2 ou 3 matchs, il y aura quand même des équipes qui pourront plus accrocher. D'ici 2 ou 3 matchs, mais c'est vrai. Alors après, cette équipe de Concarneau, elle est joueuse, peut-être de moins en moins, vu les résultats, mais elle propose des choses offensivement, hein, si mes souvenirs sont bons, si je me rappelle un peu du match aller. Donc attention. Si elle est joueuse, ça peut faire des affaires aussi. Hein. Ouais, après c'est quand même compliqué pas prendre de but pendant aussi longtemps, tu vois, on n'a jamais été aussi loin de la fin pour l'Arseneur, hein, forcément. Donc si on prend le premier but, est-ce que la belle confiance peut pas s'arrêter et puis après jouer contre une équipe qui se regroupe derrière comme un hérisson devant sa cage, ça serait dommage, mais bon, il n'y a pas de raison parce que à chaque fois qu'on a eu la marche à gravir, je pense à ce match contre Angers, le match suivant, Angers, on l'a pas fait. Donc je l'ai un peu en travers de la gorge ce match-là, et là peut-être que il va falloir les Verts franchement vont être jugés face à un public, avec une grosse ambiance. Hein. On rappelle qu'il y avait un COP qui n'était pas là le week-end dernier, donc avec une chaude ambiance, avec un peu d'enjeu. Est-ce que ce maillot vert va pas peser encore des tonnes et voir nos Verts se métamorphoser en joueur tout à fait lambda? C'est ça le problème, c'est ça le gros challenge d'Alloglio cette semaine, c'est-à-dire que la pression du public, la ferveur
ne vienne pas paralyser cette équipe. Ça serait dommage. Il va falloir être adroit dès l'entame de match, parce que c'est ce qui nous sourit, et ce qui nous a souri à Bastia, ce qui nous a souri encore ce week-end. Dès les premiers, on a, au bout de une ou deux occasions, on la met au fond, quoi. Et c'est ce qu'il faut pour faire la différence face à des équipes qui viennent là pour défendre et fonctionner en contre. Donc, je m'attends à une rencontre de ce calibre-là, et il va falloir trouver le fond des filets rapidement, à mon avis. C'est ça qui fera la différence. On n'a jamais été aussi proche de la deuxième place. Tu parlais du public tout à l'heure, Olivier. Olivier Dalloglio a fait un appel récemment aux supporters, parce qu'il sait très bien que voilà, il y a un anniversaire qui va être fêté, et il a bien dit qu'il avait besoin de tout le monde jusqu'au bout. Donc c'est important. J'espère qu'il n'y aura pas de fumigène dans le COP Sud, que le COP ne soit pas fermé, parce qu'on a vraiment besoin des Green et des Magic jusqu'à la fin pour aller chercher la deuxième place. Ouais, ça, c'est le risque. Un petit mot sur cet anniversaire, peut-être, puisqu'on parle de c'est dans l'agenda. Alors, je pose la question, en fait, parce que j'ai du mal à suivre entre tous les anniversaires. J'ai du mal à suivre. Mais celui-ci m'avait l'air peut-être le plus sympa qui a été proposé, avec des animations, y compris pour les enfants, etc. Tout à fait. Après, il ne faut pas oublier que l'AS Saint-Étienne a été fondée le 26 juin 1933. Donc, un anniversaire en juin, déjà fêté par le club en novembre, à l'occasion de la venue du Paris FC, c'était déjà assez surprenant. Donc les Ultras, on sait qu'ils sont en guerre ouverte contre la direction, donc ils sont désolidarisés de l'anniversaire du club. Donc ce samedi, il y aura 3 groupes de supporters, les Green Angels, les indépendantistes stéphanois et l'USS, qui ont fêté à leur tour l'anniversaire, donc au mois d'avril. Si j'ai bien compris, les Magic fans ont fêté l'anniversaire également au mois de mai contre Rodez, lors de la dernière rencontre à domicile. Donc ça fait 3 anniversaires pour les 90 ans. Donc là, oui, il y a pas mal de choses qui vont être mises en place, puisque tu en parlais. Ça va commencer dès 9h du matin au parc François Mitterrand, avec pas mal d'animations. Il va y avoir donc pour les plus petits la possibilité de créer leur propre drapeau pour la rencontre. C'est plutôt sympa. Il y aura également donc des interventions des mineurs, des anciens mineurs stéphanois, le foot fauteuil également, et puis d'autres des anciens joueurs qui devraient également prendre la parole au cours de cette matinée avant un rassemblement, et puis un défilé en cortège jusqu'au stade. Voilà ce qui est prévu. D'après ce que j'ai compris, le club également organiserait certaines choses. C'est très mal perçu par les groupes de supporters là, qui sont mobilisés depuis pas mal de temps, qui ont engagé quand même pas mal de frais pour organiser cet événement. Donc apparemment le club prévoirait d'autres choses également sur l'esplanade du Chaudron. Donc ça va un petit peu contrecarrer ce qui avait été préparé à la base, alors qu'ils avaient déjà préparé, fêté leur anniversaire, comme j'ai dit tout à l'heure, au mois de novembre. Donc c'est quand même dommage, une épine dans le pied des supporters, c'est forcément volontaire de la part du club, de contrecarrer un petit peu ce qui a été organisé par 3 groupes. Je trouve ça quand même dommage. Ça sent pas bon du coup, parce que si tu fais ça à tes groupes de supporters, à proximité du stade pour participer aux animations mises en place par le club, et qui vont pas aller aux animations mises en place depuis des mois par les groupes de supporters. Ce que je veux dire, c'est que déjà, les ultras, quand le délégué aux ultras leur demande de ne pas faire péter de fumigène une fois sur 2, ils le font pas. C'est-à-dire qu'ils désobéissent une fois sur 2. Mais là, si en plus le club lui-même vient court-circuiter, l'anniversaire en proposant un peu la même chose sur le parvis de Geoffroy Guichard, c'est pas gagné. Ça va pas résoudre les problèmes de groupes de supporters. En tout cas. Ouais, après un anniversaire en 3 temps, j'ai un petit peu du mal, mais bon. Surtout pas l'anniversaire, encore une fois. L'anniversaire en juin que tu fêtes en novembre, et puis après en avril, et puis après en mai. C'est quand même assez étrange. C'est sûr. Et alors que nous, on est mal placés parce que nos 10 ans, on a eu du mal. 10 ans de démission, effectivement. Revenir, le parc François Mitterrand, pour les connaisseurs, c'est Plaine Achille à Saint-Étienne. Voilà, vous pouvez vous y rendre. Rendez-vous à partir de 9h du matin, où il y aura des festivités ce samedi pour cette rencontre Saint-Étienne-Concarneau. Début de la rencontre 15h, venez avant 15h pour être tranquille et pas trop attendre devant le parvis du stade. Ok, c'est terminé pour l'agenda, on va tout de suite enchaîner avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Alors coup de cœur pour la magnifique série positive en cours de la SS, 6 victoires et un nul, 18 buts marqués, 1 encaissé et encore c'était sur penalty. Alors outre le fait d'avoir la meilleure défense, la SS vient de garder sa cage inviolée pour la 4e fois de rang à l'extérieur. Il faut remonter à 1993, rendez-vous compte, pour retrouver pareille performance. Comme disait Alex Ferguson, avec une bonne attaque, on gagne des matchs. Avec une bonne défense, on gagne des titres. Alors, on a non seulement une bonne défense regroupée autour d'un excellent gardien, mais aussi une bonne attaque. 11e but de la saison pour Sissoko, 6e depuis son arrivée pour Cardona, élu joueur du mois de février, et qui, je dois bien l'avouer, m'épate. Coup de cœur, évidemment, pour le coach Olivier Dalloglio, grand artisan du renouveau stéphanois. Peu après son arrivée, dans cette même rubrique, j'avais dit que j'aimais beaucoup son discours. Marco, je me rappelle, tu disais, les paroles c'est bien, on veut des actes. Donc force est de constater que ces paroles ont été suivies d'actes. Et si aujourd'hui on peut croire réellement à une remontée directe, et ben c'est à lui qu'on le doit, son discours, à son travail, à ses choix. Coup de cœur également pour les féminines qui ont renversé les Guingampaises chez elles et sont désormais 7e au classement. Et puis enfin pour 2 jeunes pousses vertes, Paul Aymar et Kylian Nguessan, vainqueurs avec l'équipe de France U16 du prestigieux tournoi international de Montaigu. Alors, tu évoquais 93, ce serait pas la charnière centrale Cyprien Casten-Dutch? Exactement, avec Bell et puis de Yarville et Moreau. Et voilà. Ouais. Qu'un certain Larquet a... et après est arrivé Laurent Blanc. A tout bazardé. Sacré Larquet. Alors moi, un coup de cœur qui s'éloigne un peu du Forêt. On va partir à Ajaccio. Vous savez que ce week-end, il y avait une sorte de journée contre le racisme. Ça mange pas de pain. Et du côté d'Ajaccio, ils ont bien choisi leur moment, puisque vous l'avez peut-être vu, le stade François Coty est devenu le stade Michel Moretti. Il faut le préciser, puisque François Coty c'était un antisémite notoire dans les années 30 et 40. Donc pour donner le nom d'un stade, alors c'est vrai que c'était un président, mais c'était un peu honteux. En tout cas, j'ai découvert ça. Et alors que le Michel Moretti, lui, était un amoureux de son club et un vrai suiveur. Ok. Moi, je vais revenir sur les Amazones, les féminines. Effectivement, elles ont renversé le score en Bretagne ce week-end, mais elles se sont maintenues la semaine dernière dans ce championnat de D1 à Arkema. Donc bravo à elles. Donc l'année prochaine, il faudra compter sur des Stéphanoises en haut de ce championnat de France féminin. Donc bravo à elles. J'ai aimé le clean sheet, toujours le clean sheet de notre équipe stéphanoise, et Eric l'a mentionné avec cette série complètement folle. Bravo à eux. J'ai apprécié il y a quelques jours le but de l'Algérien Benzia sur un retourné où il se l'emmène, qui est prodigieux. Donc magnifique but de l'Algérien. J'ai appris qu'à Geoffroy Guichard, pendant les Jeux Olympiques, il va y avoir certains matchs, et notamment l'équipe du Maroc. Maroc-Argentine, magnifique. Maroc-Argentine. Peut-être Léo Messi. Et Bouchoirie. Et Bouchoirie, Mouefek. J'espère qu'ils seront en tout cas alignés si Dalloglio le fait pas jouer. J'espère que le sélectionneur au moins le fera jouer à Geoffroy Guichard en tout cas. Et puis dernier coup de cœur qui concerne plus la Haute-Loire. Ce week-end, il y avait lieu la Brief Cup, où j'ai vu 64 équipes s'affronter, des U10 au U13, malgré la météo. Ça s'est très très bien passé. Toujours une organisation carrée. Donc bravo aux sauveteurs brivois pour l'organisation de cette compétition qui est sur 3 jours. Moi j'ai fait que 2 jours, mais c'était sur 3 jours. Bravo à eux. Et on passe tout de suite au coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Un coup de tête en ce qui me concerne pour notre ancien joueur Benoît Souekoto, qui dans l'émission Carton jaune a déversé son fiel sur la ville de Saint-Étienne et révélé ses propos insultants envers Roland Romeyer et Christophe Galtier. Je ne suis pas un passionné de foot, a déclaré en préambule celui qui joue aujourd'hui en R3, alors peut-être son vrai niveau.
celui qui snobait les supporters à la sortie de l'Etra et qui avait une hygiène de vie très discutable. J'ai été témoin de ses excès alimentaires, on va dire, lors d'un déplacement à Trondheim pour un match de Coupe d'Europe contre Rosenborg. Ferait mieux de se taire plutôt que de salir une institution éminemment plus respectable que sa petite personne. Je savais que ça allait te plaire. Quand j'ai lu l'article, j'ai dit wow, ça c'est pour Eric. Ça. Pas de coup de tête cette semaine de mon côté. Non, tu t'es obligé. Bah vas-y alors. C'est l'émission coup de Vas-y. tête. Tu veux que je t'en vende? Oui, je veux bien. Bah écoute, moi je reviens sur la prochaine rencontre face à Concarneau 15h samedi. Il se pose la question actuellement s'ils vont ouvrir l'angle du parquage visiteur, mais qu'en est-il des COP supérieurs? On en parle depuis plusieurs semaines. S'ils ouvrent les COP supérieurs, ils vendent les places. Pourquoi ils le font pas? Ils nous disent que c'est une question de sécurité. Bah, non, là ça va plus. À un moment donné, le stade, il est dans son intégralité. Il faut ouvrir vraiment tous les secteurs de ce joli stade. C'est évident, quoi. Que ça soit côté nord ou côté sud. Donc devant l'évidence, messieurs, il faut faire ce qu'il faut pour ouvrir les COP supérieures à Geoffroy Guichard. C'est évident. Donc, je tenais à le mentionner dans ces coups de tête. Un deuxième coup de tête, c'est la deuxième mi-temps que je n'ai pas apprécié à Valenciennes. Voilà, j'ai pas apprécié cette deuxième mi-temps. Je sais pas si c'est de la maîtrise, si c'est voilà. Et puis il y a mon petit Bouchoirie qui est rentré 1 minute 30 et puis en 1 minute 30, il a 2 éclairs, quoi. L'homme du match, Marco. Ouais. Mais c'est quand même que c'est aberrant de voir qu'il est sur le banc. En 1 minute 30, il fait 2 éclairs. C'est assez dingue. Et puis, un dernier coup de tête, là, c'est plus de la mode, c'est-à-dire c'est le maillot. Il y a d'histoire de maillot un petit peu partout. Il y a la Roma qui va sortir son 3e maillot. Il y a Saint-Étienne aussi. On est dans l'attente des maillots pour l'année prochaine. Oui, déjà. Il y a le maillot du TFC, donc de Toulouse. Et c'est la société Kraft qui édite les maillots. Et comme c'est leur dernière année, ils ont fait un mix. Ils ont mixé les 3 derniers maillots qu'ils ont sortis. Ça vous donne un truc. C'est un patchwork. Et c'est pas beau du tout, mais ils vont le sortir, ils vont essayer de le vendre évidemment. Et ils vont y parvenir, c'est ça le pire. Ils vont y parvenir, mais c'est affreux. Mais voilà, donc il fallait que je parle quand même du côté esthétique aussi du foot. Et bien sûr, Olivier pour son coup de tête. Alors voilà, et je précise que j'ai pas acheté ce coup de tête à quiconque sur le plateau. C'est juste, bon, je retrouve là il y avait une page spéciale sur les salaires Ligue 1, Ligue 2 cette semaine dans le quotidien sportif que vous connaissez tous. Eh bien, on a du mal à trouver certains joueurs qui pourtant ont un rôle important. Je pense à Mouefek. Donc, il serait de bon augure que l'AS Saint-Étienne se penche sur ce joueur pour que la formation stéphanoise, pour une fois, profite un petit peu plus longtemps à notre club, surtout que Mouefek semble vraiment apprécier Saint-Étienne, ce club. Donc il faut absolument mettre la main à la poche pour garder Mouefek et qu'il apparaisse dans les 15 premiers salaires de cette équipe. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour revenir sur la rencontre de la 31e journée de championnat Ligue de Becté. Saint-Étienne reçoit les Bretons Concarneau samedi 15h à Geoffroy Guichard. D'ici là, bis à l'œil et allez les Verts! Que la pêche soit bonne. Bonne semaine. Bonne semaine, les Verts.